nous allons vous parler, Eric et moi, du traitement des ganglions de l'aisselle. Vous rappelez que la glande mammaire est drainée par différentes aires ganglionnaires. La principale est l'aire de l'aisselle, qu'on appelle aire axillaire, mais il y en a d'autres. Le drainage peut être mammaire interne ou susclaviculaire directement. Si on s'intéresse à l'enjeu thérapeutique, il y a deux écoles qui s'affrontent. Il y a l'école de William Halsted qui a proposé un traitement assez radical avec une mastectomie qui enlevait une partie des muscles pectoraux et un curage assez radical des ganglions. Et puis l'autre école a été développée par Bernard Fischer, qui était le président d'un grand groupe d'études nord-américaines, qui défendait deux hypothèses. La première de William Halsted, qui était de dire qu'en fait, il y avait une propagation des cellules cancéreuses de proche en proche, et que ces cellules cancéreuses passaient par une atteinte ganglionnaire avant d'aller diffuser de façon métastatique dans d'autres organes. Et donc, l'opération d'enlever les ganglions, notamment de l'aisselle, était une façon de stopper la diffusion de cette maladie. L'idée qu'a défendue Bernard Fischer était au contraire de dire que la cellule cancéreuse avait une possibilité, avait une propension à diffuser, et que l'atteinte ganglionnaire n'en était qu'un indicateur, était l'indicateur du fait d'une certaine agressivité et de cette propension de la cellule à diffuser. Et donc à ce moment-là, le fait d'aller retirer des ganglions n'avait pas une vision thérapeutique, mais allait avoir une vision dans l'étude du pronostic de la maladie. Vous connaissez la notion d'étude randomisée. Un traitement A va être confronté à un traitement B. Et comme on ne sait pas si le traitement A fait mieux ou moins bien que le traitement B, on tire au sort. Et un grand nombre de femmes vont avoir le traitement A, un grand nombre de femmes vont avoir le traitement B. Et l'expérience nous dira si A fait mieux que B ou non. Eh bien, ces études randomisées ont démontré, à une certaine époque, le bénéfice du curage axillaire en termes de survie globale. Mais on y reviendra. Plus récemment, on s'est rendu compte que quand il y avait l'impression clinique ou radiologique ou échographique qu'il n'y avait pas d'atteinte ganglionnaire, eh bien, on pouvait n'enlever que le ganglion sentinelle, et vous connaissez cette notion, et Eric va vous l'exposer, et que si ce ganglion n'était pas atteint, eh bien, il n'y a pas de différence en termes notamment de survie entre les patientes qui auront eu un curage axillaire et celles qui n'auront eu que ce ganglion sentinelle. Et donc, c'est devenu notre nouveau standard thérapeutique. Maintenant, il y a des facteurs qui nous permettent de prédire cette atteinte du ganglion. Et le premier facteur, à l'évidence, c'est le volume, la taille du cancer au niveau du sein. Mais on peut affiner cette prédiction d'atteinte ganglionnaire du ganglion sentinelle en fonction de différents paramètres liés à la patiente elle-même, son âge, et à des facteurs de la biologie de la cellule cancéreuse qui aura été biopsiée dans un premier temps. Et ça nous permet de donner un chiffre. Et il y a différents nomogrammes qui le permettent. Et lorsqu'on a le résultat du ganglion sentinelle, par exemple, on a un ganglion sentinelle qui est atteint sur 3, eh bien, on a d'autres nomogrammes qui nous permettent de prédire l'atteinte des ganglions restants. En gros, si on devait faire un curage axillaire, quelle est la probabilité que ces autres ganglions soient atteints ou non? Et là, je vais vous demander juste, c'est la diapo que j'aime bien. C'est un modèle mathématique qui part du principe que le bénéfice attendu, qui est dans l'axe des Y, d'un traitement local, va dépendre du bénéfice lié à un traitement systémique. Et en fait, il faut vraiment avoir à l'esprit cette notion
que le bénéfice attendu du traitement local varie en fonction de l'efficacité de l'hormonothérapie, chimiothérapie, traitement anti-angiogénique, immunothérapie, la liste est longue. Donc c'est vraiment ce regard d'une prise en charge multidisciplinaire qui permet à l'heure actuelle de mieux définir la place de la stratégie thérapeutique au niveau ganglionnaire. Et les progrès gigantesques qui ont été faits au niveau des traitements systémiques s'illustrent notamment par le taux de réponse complète histologique. C'est-à-dire que quand on fait un traitement avant d'opérer, eh bien, c'est l'efficacité se mesure au fait qu'on ne trouve plus aucune cellule cancéreuse, en tout cas au microscope, au niveau de la pièce qui a été analysée. Et vous voyez ici qu'au fil des années, eh bien, on a pu éradiquer, en tout cas de façon, selon l'étude au microscope, de plus en plus de cancers. Et donc, cette amélioration des traitements systémiques est une vérité qui est illustrée ici. Donc là, je passe la parole à Eric. Ce que vient de vous dire Marc, c'est très important. Il y a deux concepts qui s'opposent. Le cancer du sein serait une maladie locorégionale ou une maladie systémique. En gros, est-ce qu'en traitant localement le cancer, on va régler le problème en enlevant la tumeur et les ganglions? Est-ce qu'on va soigner la maladie? Bien sûr que non. Les traitements systémiques, que ce soit la radiothérapie, l'hormonothérapie et la chimiothérapie, bien sûr, ont une énorme place à jouer. C'est pour ça que l'analyse ganglionnaire, elle est importante. Parce que quand vous prenez en charge une patiente pour un cancer du sein, le rôle du chirurgien est d'enlever la tumeur, mais aussi d'avoir l'information ganglionnaire. Est-ce que les ganglions sont touchés par la maladie? Si les ganglions ne sont pas touchés par la maladie, il est fort probable qu'il n'y aura pas de traitement systémique type chimiothérapie à proposer à la patiente. Je schématise volontairement. Et si les ganglions sont touchés, il est vrai qu'on s'oriente très vraisemblablement vers une chimiothérapie. Dans la majorité des cas, pour les tumeurs de petite à de moyenne taille, moins de 2 cm, les ganglions ne sont pas touchés. En gros, une tumeur de 2 cm a un risque d'atteinte ganglionnaire de 25%. Donc, à l'inverse, dans 75% des cas, les ganglions ne sont pas touchés. Et c'est dommage d'imposer à une patiente un curage axillaire, c'est-à-dire l'analyse et l'exérèse de la totalité de la chaîne ganglionnaire, dont on va voir les conséquences, alors que l'information sera « Madame, j'ai enlevé 20 ganglions, ils sont tous négatifs. » Donc j'ai créé probablement du dégât dans les selles pour vous dire que les ganglions ne sont pas touchés et qu'il n'y aura pas de traitement complémentaire. Et c'est pour cela qu'il y a plus de 20 ans maintenant, 2 chirurgiens ont mis au point la technique du ganglion sentinelle. Le ganglion sentinelle, c'est le premier ganglion potentiellement atteint par la maladie. Si on le retire ou on l'analyse et qu'il est positif, il est possible qu'il faille aller plus loin. Mais par contre, s'il est négatif, son analyse est suffisante. Et il est clair que quand vous enlevez un ganglion, les conséquences et les dégâts sont bien moindres que si vous enlevez 20 ganglions. C'est dans quel sens? Ah, c'est d'en bas, d'accord. Alors, on passe rapidement sur les cas où il ne faut pas enlever de ganglions, parce que ce sont des cas très très rares. Quand la tumeur est de toute petite taille, moins de 5 mm, qu'elle est très peu agressive, de grade 1, avec des récepteurs hormonaux positifs, sous couvert d'une décision collégiale, vous savez, la fameuse RCP dont on vous parle à longueur de journée, la réunion de concertation pluridisciplinaire, là on peut prendre une décision de non-intervention ganglionnaire, mais c'est tellement anecdotique que ce n'est pas très intéressant d'en parler aujourd'hui. Cette diapo, donc effectivement, Marc en parlait. Est-ce que le curage a un rôle thérapeutique? Probablement non. Enlever des ganglions, même malades, est-ce que ça guérit les malades? Probablement non. C'est les traitements complémentaires qui les guériront. Par contre, l'information pronostique, elle est essentielle, puisque ça va nous orienter vers des traitements complémentaires. Alors, le curage axillaire, donc le fait d'enlever des ganglions entre 10 et 20 dans les selles, c'est source de complications précoces qui ne posent pas vraiment de problème, mais surtout de complications tardives. Les complications précoces, vous les patientes, vous en avez eu si vous avez eu des curages axillaires. Donc, au sortir de l'intervention, il y a une poche qui se crée sous le bras, ce qu'on appelle donc une lymphocèle. Et parfois, il faut ponctionner, donc c'est embêtant, mais bon, ça ne laisse pas de séquelles. Ce qui pose problème, ce sont les complications tardives. Une femme qui a eu un curage axillaire, elle va avoir une épaule plus raide,
elle va avoir des douleurs neurologiques qu'on appelle des paresthésies, et surtout, dans près de 15% des cas, elle va souffrir d'un gros bras, et ce à vie. Le gros bras, donc, c'est un bras qui est très enflé par l'œdème et dont on a du mal à se servir. Bien sûr, il y a des techniques de rééducation, de drainage, de bandage, mais vous gardez votre gros bras à vie. Et je vous rappelle que dans la majorité des cas, ce gros bras a été induit par un curage qui était inutile, puisque négatif. On a enlevé des ganglions inutilement. Donc, comme je le disais, le sentinelle, on enlève un ganglion, on l'analyse, et si le ganglion est positif, on va vers un curage. S'il est négatif, on s'arrête là, et ça permet donc d'éviter ce curage axillaire. 2 techniques pour ce sentinelle. Il y a une technique colorimétrique que l'on fait en cours d'opération. On injecte un colorant, le bleu, aux alentours de la tumeur, et le bleu diffuse vers la chaîne ganglionnaire et se retrouve dans le ganglion sentinelle. Et la technique de référence, maintenant, c'est une technique radio-isotopique. On va injecter un produit la veille de l'opération. On va vous envoyer en médecine nucléaire injecter ce produit. Vous allez faire une scintigraphie et vous viendrez donc au bloc opératoire avec cette scintigraphie que l'on voit ici. Donc là, on voit, là, il y a le cache de la tumeur qui est en blanc et on voit 3 petites taches jaunes qui correspondent aux 3 ganglions sentinelles. Le chirurgien a au bloc la sonde qui permet donc de retrouver ces ganglions. Il va les retirer et les faire analyser durant l'opération. Et pour schématiser, si les ganglions ne sont pas malades, l'intervention est terminée, il ne fait pas de curage. Et si les ganglions sont touchés par la maladie, il va vers un curage axillaire, bien qu'il y ait des finesses dont on parlera plus tard. Là, vous voyez, donc il y a un ganglion qui est dans l'aisselle, puis il y a un petit ganglion qui est ici, qui est un ganglion qui est mammaire interne. C'est juste pour l'image. Là, vous avez la sonde pour détecter le ganglion sentinelle. Bon, il y a de la lumière, mais on voit bien que le ganglion est bleuté. Ça, j'ai dit my experience, mais ce n'est pas la mienne, c'est la nôtre. C'est celle de moi-même et de mon ami et collègue Didier Bourgeois. Donc en 15 ans, j'ai arrêté le comptage en 2015, mais on doit être à 4500 patientes traitées par cette technique-là. Tout le monde le fait, hein. Tous les chirurgiens scénologues font du ganglion sentinelle. Donc on n'a pas de spécificité, le sentinelle s'est répandu dans le monde entier. Et vous le voyez, ce qui est exceptionnel, c'est qu'avec cette technique-là, il n'y a pas de side effect, donc il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de gros bras, ou très 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 peu. Et le risque de récidive, il est identique que l'on fasse un sentinelle ou un curage axillaire, on est aux alentours de 2%. Voilà ce qui était recommandé donc il y a 15 ans au début du sentinelle. Il fallait que la tumeur soit de petite taille, il fallait faire une technique combinée, il fallait que la tumeur soit unique, qu'elle soit encore en place, et on faisait systématiquement un curage axillaire en cas de sentinelle positif. Les choses ont bien évolué en 15 ans, et les indications se sont élargies. Et comme vous allez le voir, on peut faire du sentinelle pratiquement dans toutes les situations cliniques. Qu'il s'agisse donc... Ah oui, j'ai compris, tu m'as enlevé les autres. En cas de tumeur volumineuse, auparavant, la patiente arrivait avec une tumeur de 4 cm, elle était récusée pour un sentinelle, on faisait un curage d'emblée. Les études ont démontré qu'on pouvait tout à fait faire un sentinelle, simplement le risque d'atteinte ganglionnaire est plus important, et il y aura plus de curage axillaire en cas de positivité. En cas de multifocalité, la multifocalité correspond donc à la présence de plusieurs tumeurs dans le même sein. Il est de bon ton de faire un curage axillaire, à part dans un cas précis, qui est assez fréquent, quand les tumeurs sont conjointes. Vous faites une mammographie, une IRM, il y a 2 tumeurs, mais dans le même cadran. Il suffit d'enlever de façon monobloc les 2 tumeurs, et on peut proposer un geste sentinelle. En cas de chimiothérapie néoadjuvante, c'est une situation que peut-être certaines d'entre vous ont connue. Vous arrivez avec une tumeur agressive et volumineuse, et plutôt que de faire une mammectomie d'emblée, on va vous proposer une chimiothérapie pour faire régresser la taille de la tumeur. Donc on a mis au point un protocole avec Didier où on commence l'intervention par un sentinelle, on met le cathéter pour la chimiothérapie, on fait la chimiothérapie, et après la chirurgie d'exérèse de la tumeur sera faite, avec ou pas un geste ganglionnaire associé, si le sentinelle est positif ou négatif. Tu dis un mot sur les micrométastases? Je te repasse la parole. Ah oui.
Donc en fait, on a plusieurs définitions très précises sur le fait qu'il y ait ou non une atteinte de ce ganglion. Il faut qu'elle fasse plus de 2 mm, ce focus de la maladie présente au niveau du ganglion, pour qu'on parle de macrométastase. Lorsqu'elle fait entre 0,2 et 2 mm, on parle de micrométastase. Et lorsqu'elle est inférieure à 0,2 mm, en fait, on peut retrouver une atteinte qu'on appelle seulement cellulaire, et on utilise pour ça une technique d'immunohistochimie pour aller chercher avec des marqueurs particuliers la présence de ces cellules cancéreuses qui sont vraiment relativement peu nombreuses, puisqu'elles font moins de 0,2 mm. Et cette technique, d'ailleurs, est remise en question, et les Américains, par exemple, ont décrété qu'il ne fallait plus la faire. En fait, ça donnait une information qui n'était pas suffisamment significative sur le plan clinique pour aller vraiment rechercher des tout petites cellules isolées au niveau ganglionnaire. En France, on continue à le faire pour l'instant. Alors, en fait, pour essayer de vous simplifier les choses, quand vous venez en visite post-opératoire, donc, on vous donne le résultat de la tumeur et on vous donne le résultat du ganglion sentinelle. Et parfois, on vous dit, ben voilà, il y a une micrométastase. Et alors là, le mystère s'épaissit. En gros, ce sentinelle qui était négatif en cours d'opération, finalement est positif, mais de façon très, très microscopique. Jusqu'à récemment, le chirurgien disait à la patiente, finalement, le ganglion est atteint, donc il faut réopérer. Donc, vous avez une micro-atteinte du ganglion, donc on repasse au bloc pour enlever la chaîne ganglionnaire. Et au travers des études que l'on va montrer, on s'est aperçu que finalement, il n'y avait pas de bénéfice en termes de survie pour la patiente à repasser au bloc opératoire pour subir ce curage axillaire dont on connaît les conséquences. Donc, cette étude-là de la COSOC, sans rentrer dans les détails, donc, en cas de micrométastase ou de métastase, soit on faisait un curage axillaire, soit on ne faisait rien, et on voit bien donc que la survie n'est pas améliorée par le curage axillaire et qu'il n'y a donc pas d'intérêt à réopérer les patients en cas de micro-atteinte du ganglion sentinelle. Ça, c'est les tableaux de survie. On va passer, parce que le temps nous est compté, sur l'étude Amaros, qui est une étude radiothérapique. En fait, c'est une étude qui s'est posé la question de savoir en cas d'atteinte du ganglion sentinelle, qu'elle soit microscopique ou macroscopique, inférieure ou pas à 2 mm, si la radiothérapie pouvait éventuellement remplacer le curage axillaire. Et donc, c'est une étude qui a porté sur plus de 4000 patientes européennes. Et donc, il y avait cette randomisation dont on a parlé entre ces deux options thérapeutiques. Et il n'y avait en fait pas de différence en termes de survie entre celles qui avaient été opérées par curage et celles qui avaient eu une radiothérapie comprenant bien sûr l'aire axillaire. La différence significative a été au niveau du taux de gros bras. Gros bras, selon une définition qui n'est pas forcément celle qu'on utilise en pratique quotidienne, il fallait qu'il y ait une différence de 10% en diamètre entre le bras opéré, ou le bras du côté du sein opéré et le bras contralatéral. Ce qui correspond parfois à des lymphœdèmes, à des lymphœdèmes pas très marqués et qui ne gênent pas du tout la vie quotidienne. Mais si on reprend cette définition-là du lymphœdème, on s'est rendu compte que le risque de développer ce lymphœdème augmentait au fil du temps chez les patientes qui avaient eu un curage, pour atteindre les quasiment 15% dont parlait Eric, là, dans cette étude, à 5 ans, c'était 13%, alors que celles qui avaient eu une radiothérapie, en fait, avaient un taux relativement fixe et immuable de risque de lymphœdème qui était de l'ordre de 6%. Donc, la radiothérapie préserverait un peu ce risque de lymphœdème. Je crois qu'Eric, tu veux faire un commentaire là-dessus. Non, je ne vais pas le faire. C'est trop technique. Si je peux le faire. Dans cette série-là, les chirurgiens qui ont fait les curages axillaires, c'était des chirurgiens tout venant, des internes, des chefs de clinique. Et je pense qu'un chirurgien qui fait 300 curages axillaires par an fait mieux qu'un qui en fait 20 par an. Mais bon, ça, c'est une banalité. Non, simplement pour vous donner des idées claires. On vous annonce une micrométastase, vous ne serez pas réopéré,
et vous aurez des traitements complémentaires dont la décision ne se prendra pas sur le ganglion, mais sur la nature même de la tumeur. Peut-être que vous aurez de la chimiothérapie, vous aurez de la radiothérapie, mais en gros, on ne réopère plus les patientes qui ont une micro-atteinte du ganglion. Et ça, c'est une avancée majeure. Oh là. Alors, je ne sais pas s'il faut faire passer le film déjà, parce que ça concerne la sphère ORL, donc il faut faire preuve d'imagination pour... je ne sais pas si on peut lancer le film ou pas. L'une des difficultés de la radiothérapie, il faut appuyer sur le... L'une des difficultés de la radiothérapie, lorsqu'on doit traiter à la fois le sein ou la paroi, lorsqu'il n'y a plus de sein, et les aires ganglionnaires, c'est au niveau de la jonction entre ces différents champs. Et une technique a été développée et elle se prête particulièrement à le cas de figure où il doit y avoir différents champs qui doivent être traités. Ça s'appelle l'arc-thérapie volumique avec modulation d'intensité, qui est illustrée ici, où en fait, tout en tournant autour du patient, ou de la patiente en l'occurrence, eh bien, il va y avoir des faisceaux qui vont être collimatés, dont la forme va être modifiée en temps réel tout au long de ce traitement. Et ça, c'est une révolution pour les radiothérapeutes parce que ça évite toute jonction de champs. Tous les volumes sont considérés en continuité les uns avec les autres. Et donc, il n'y a pas de risque d'hétérogénéité de la dose, il n'y a pas de risque de sous-dosage ou de surdosage. On a vraiment un traitement qui est parfaitement conforme à l'idéal de ce que l'on voudrait délivrer. Oui, merci Marc. Je crois que Luc nous regarde avec insistance, c'est un peu long. On va arrêter le topo, je vous remercie. Est-ce que l'IMAT et la tomothérapie, c'est pareil? Alors oui, enfin, l'IMAT, c'est une version un peu précédente. La tomothérapie ou l'arc-thérapie, c'est un traitement, c'est une évolution supplémentaire après l'IMAT. J'ai pas très bien compris ce que vous avez dit, ce qui permet de moduler la fréquence de la radiothérapie quand on a une métastase, par exemple, sur l'épaule, une sous l'aisselle, pour que le faisceau tourne autour de vous avec une intensité différente selon les champs. Est-ce que d'abord ça s'appelle bien l'arc volumique avec modération d'intensité? Ça s'appelle l'arc-thérapie volumique avec modulation d'intensité.